Bonjour à toutes et à tous. On va donc rapidement enchaîner sur la suite du programme. On parle donc annonces depuis le début de la journée et là on va parler d'annonces un peu plus spécifiques. Donc finalement des annonces, il y en a beaucoup et on va voir qu'il y a plusieurs choses différentes à annoncer en matière de cancer. Donc moi je suis Anthony Gonsalves, je suis oncologue médical et je travaille à l'Institut Paoli-Calmette, où je dirige le département d'oncologie. Et à côté de moi, Claire Garnier-Tixit, je suis oncologue médicale à l'hôpital privé de Provence, à Aix-en-Provence. Voilà, très bien. Chargée des parcours. Alors on va accueillir notre premier intervenant, docteur Dudois. Non, docteur Cannon, je crois que le docteur Dudois n'est pas là avec nous. Docteur Cannon. Une chance sur deux, c'est pas la bonne. J'avais une chance sur deux. Donc. Ben oui, faut pas jouer au loto aujourd'hui. Non, je crois que c'est le docteur Cannon. On a effectivement des présentations sur les annonces un peu plus spécifiques et je crois que vous êtes médecin psychologue, docteur psychologue. Alors, je ne suis pas médecin, je suis psychologue. Et vous travaillez dans le service d'oncologie multidisciplinaire et innovation thérapeutique de l'hôpital Nord. C'est ça. Ah, alors, moi j'ai un truc, voilà. Une bonne information. Vous êtes bien rattrapé. Allez, on vous laisse la parole alors. Donc bonjour à toutes et tous. Donc Patrice Cannon, je suis psychologue à l'hôpital Nord. Je veux tout d'abord remercier l'invitation pour pouvoir intervenir devant vous et excuser Éric Dudois pour des raisons de santé qui n'a pas pu se joindre à moi aujourd'hui. Mais donc cette présentation se fera d'une seule voix. Toujours partir d'où on vient. Moi, je viens de la PHM. Psychologue, depuis 2002, je suis arrivé dans le service de Roger Favre en oncologie médicale. Donc ça fait à peu près 24 ans, 25 ans, 20 ans qu'on fait de l'onco. Et depuis 2010, je suis à l'hôpital Nord, dans le service professeur Barlési et aujourd'hui Grélier, qui traite notamment des cancers du poumon. On m'a demandé de parler des annonces complexes. Et moi, je suis psychologue et du coup, les annonces, j'en fais pas. Donc peut-être que c'est vous qui en faites plus que moi, sûrement. Et donc j'ai essayé un peu de décortiquer ce que c'était une annonce complexe. Et je me suis dit d'abord comment on va tirer ce fil de la complexité. Et de me dire que peut-être qu'il n'y a pas d'annonce complexe, mais que complexe est l'annonce. Ouais, je suis psy, donc j'essaie de retourner les mots. Je m'en arrange avec tout ça. Mais peut-être que l'annonce est complexe par définition, par essence. Et bien sûr, la situation que le médecin va vivre va encore plus rajouter de la complexité. Alors c'est quoi ces situations beaucoup plus complexes? Et tout d'abord, on les connaît bien, c'est ces rencontres à haut risque émotionnel. Ben, c'est celle, par exemple, moi je travaille en oncologie adulte, ben, c'est quand on a des jeunes patients de 22, 23, 24. Ça ne nous plaît pas trop parce qu'on sait que c'est compliqué. On imagine que c'est compliqué. Ça peut être le parent qui a des enfants de bas âge, situation complexe. Ça peut être, par exemple, Amandine. Amandine, elle a un regard bleu azur qui incarne la beauté. Elle est magnifique, Amandine. Au parfum de bienveillance. Quand on la rencontre, elle nous demande toujours comment nous on va, soignant. Puis il y a Judith aussi. Judith, elle montre toujours le visage du courage. Vous savez, le courage tenace. C'est ce courage où elle, malgré les annonces successives, elle continue de marcher en montagne. Elle marche en montagne avec un scanner complètement catastrophique, où on se demande tous comment est-ce possible. Elle incarne quoi? La force de l'admiration pour nous. Ou ce couple, Patrick et Nathalie, que vous connaissez, ben ce couple, il est uni. Et malgré les épreuves de la maladie, ben ce couple-là, malgré les annonces successives lors du chemin oncologique, Marie, l'infirmière, me disait « Ils sont beaux, ils sont amoureux ». Ben c'est ça, les rencontres qui nous bouleversent. Ce sont des rencontres qui nous font ressentir toute cette clinique, qui est une clinique du transfert. Et l'annonce, peut-être plus, va nous faire rejouer ce qu'il y a dans le transfert de la relation. Et peut-être vous dire d'où l'on part, c'est on travaille toujours dans une forme de théâtre
Alors on a beau protocoliser, recommander, graduer, normaliser, je ne sais quoi. À bien des moments, on est dans une forme de théâtre de l'improvisation aussi. On improvise. Et cette improvisation-là, elle nous pousse à penser. Elle nous pousse à travailler, nous soignants, dans ce décorum que nous, on connaît, c'est le décorum du soin. On connaît la salle de consultation, on connaît les services, on connaît le matériel, c'est le décorum. Et en même temps, on va découvrir quelqu'un. Alors l'annonce dans la rencontre est toujours complexe, car l'un sait quelque chose que l'autre ignore, redoute ou espère. Et ça passe par la parole. Alors moi je suis psychologue, mais la parole, à bien des moments, elle a été dévalorisée, elle n'a pas été entendue. Et là on voit bien que dans ces circonstances d'annonce, la parole est fondamentale. Et peut-être que parler n'est pas communiquer. Ça parle, ça fait écho, ça passe, ça traverse. Ça, c'est pour la première partie du titre. Et la deuxième, gérer la progression. Alors, gérer la progression, là encore, je me suis interrogé, mais on parle de qui? Des malades qui doivent gérer la progression ou des soignants? Parce que le soignant aussi, il sait ce qu'il va annoncer. Et ils ont peur, parfois. Et c'est difficile de pouvoir annoncer. Parce que les médecins qui annoncent, en principe, c'est eux, on l'a dit tout à l'heure, et on a vu, ça fait 20 ans, les dégâts aussi de ces annonces-là, chez les malades et les proches, et chez le médecin même qui annonce, avec une prise de conscience, une reconnaissance aussi de leurs propres difficultés. Et c'est pour ça qu'on va voir l'évolution en 20 ans de ces annonces, pour les aider à parler juste. Pas bien, juste, une parole juste. Et le terme gérer, alors moi je ne comprends pas toujours ce terme de gérer parce que ça fait gestion, moi ça me renvoie au stock, à la masse, au flux. Moi je préférais à la rigueur digérer, digestion qui renvoie plutôt à une question de transformation parce que l'idée de l'annonce c'est comment ça peut faire écho et se transformer à l'intérieur de l'autre sujet. Et puis, alors ça, il ne faut pas le répéter pour ceux qui connaissent ma femme, c'est mon fils qui me dit « Papa, t'inquiète pas, je gère ». Et quand il me dit « je gère », moi, ça m'inquiète. On est d'accord? Vous avez des enfants aussi? Très bien. Donc j'ai fait 8 minutes sur une diapo, je vais raccourcir. Ok, le vert, tac. Oui, donc, je vois pas. Au commencement, car toute annonce, tout commence par une annonce. Le fameux dispositif d'annonce dont vous avez parlé ce matin, j'étais pas là, mais j'en suis sûr que vous en avez parlé. Et ces protocoles du côté soignant, c'est-à-dire qu'on a voulu réfléchir sur comment protocoliser. Il me semble sur la question de l'annonce, on est diagnostic, on n'est pas si mal que ça, c'est-à-dire qu'on a plein de recos et que chaque établissement fait en fonction de comment ils perçoivent ces annonces-là, le médecin, l'infirmière après, qui reprend pas, le psy peut-être, bref, chacun va y réfléchir en tout cas. Mais toute annonce, et ça me paraît intéressant, porte en elle le commencement de quelque chose. Et si je parle de commencement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toujours une découverte et c'est toujours un départ, une nouveauté. Ça ne fonctionne plus, on va débuter un nouveau protocole, un nouveau traitement. Donc on a toujours quelque chose, une annonce qui va engendrer une autre histoire, qu'on le veuille ou non, même si on est dans une continuité d'une même histoire. Et c'est toujours une parole qui fait basculer, une parole qui assigne, une parole qui annonce, et qui annonce quoi? Ma condition de mortel en cancérologie. Depuis l'annonce de la maladie grave ou potentiellement grave, même s'il y a des réussites, même s'il y a de la guérison, ça renvoie le sujet à la question de sa propre existence. Et le sujet va de fantasme à fantasme, faire comme s'il n'était pas mortel. Et à chaque fois qu'il y a une annonce, et notamment dans la progression, ça va revenir et réactualiser cette question de sa propre mortalité.
C'est savoir comme une connaissance d'eux et en soi, puisque nous savons tous que nous sommes mortels et nous réagissons tous comme les immortels, et heureusement, parce que sinon le monde serait peu habitable. Et ça renvoie alors chacun à cette dangerosité de la connaissance, à voir le chemin que cette connaissance fait à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça peut être un chemin de solitude, de rencontre. Vous avez parlé, vous, de sidération. C'est à vous de mettre les mots que vous souhaitez, mais c'est peut-être le malade lui-même qui va mettre des mots ou pas sur ce qu'il est en train de vivre. En tout cas, et ça j'aime bien le parler comme ça, c'est une parole sacrée. Ça veut dire que ces annonces, elles vont être sacrées. Alors pas en termes de sacrement religieux, mais d'un sacré de religérer, d'être en lien, en relation avec l'autre. Et d'un sacré en 2 mots, sacré quelque chose entre vous et moi, et nous sommes dans la création de cette connaissance, toujours intime. Les consultations d'annonces, c'est de l'intimité. Alors bien sûr, on peut filmer l'intime, on peut l'enregistrer, mais moi, l'intime reste intime. Alors ça m'a renvoyé ces annonces il y a 20 ans. On en faisait un congrès avec Roger Fabre et Roland Gori sur les questions de l'annonce. On était à Avignon et on se posait plein de questions sur ces annonces-là. Et à l'époque, on avait en 2004, rappelez-vous, Pierre Attia qui avait tourné dans le service des films documentaires et on avait l'annonce dans tous ses états. Alors c'est rigolo parce qu'on est passé un peu dans toute la France. Et bien quand on regarde le film 20 ans après, c'est compliqué. Non pas ce qu'on disait, mais de se voir 20 ans plus tard. Le temps a fait son œuvre, comme dirait l'autre. Mais je me dis qu'aujourd'hui, 20 ans plus tard, on fait le bilan aussi de ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui a changé? Et bien sûr, le dedans ne s'entend que du dehors par la parole, et c'est l'écho que tu produis en moi qui fait que je suis. J'adore cette phrase. Alors, qu'est-ce qui s'est passé 20 ans plus tard? Il s'est passé de l'innovation thérapeutique. Alors moi, je travaille à l'hôpital Nord, service d'innovation thérapeutique. Mais avant le cancer du poumon, tu avais 2 traitements, maintenant tu en as plein. Et c'est ça qui a changé, de mon point de vue. C'est-à-dire que les patients, après l'annonce du diagnostic, vont avoir diverses thérapeutiques qui vont faire que le sujet va répondre à un traitement, on va attendre qu'il ne réponde plus et on va faire une annonce d'une progression de la maladie qui va engendrer un autre traitement. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Donc on voit bien qu'on n'est plus dans une maladie chronique, plus que aiguë, avec cette idée de vivre comme avant, mais on ne vit jamais comme avant après l'annonce d'un diagnostic, on va vivre autrement, et voir un petit peu comment le sujet va se départir de toutes ces thérapeutiques qui vont lui être proposées. Et d'où la question que vous avez posée tout à l'heure, cette annonce aussi de l'après-cancer, qui là aussi est une annonce, et qui peut engendrer sur le point psychique aussi des dépressions et tout ce qu'on connaît. Donc on voit bien que toutes les annonces ont des répercussions. À cela, on va rajouter le travail des associations qui bossent vachement bien, vous en avez parlé ce matin, il me semble, des réseaux dont vous faites partie, et toutes les personnes de bonne volonté qui vont personnaliser le soin, et d'ailleurs même les thérapeutiques vont être personnalisées, et c'est la promesse sociale, même si sur le terrain, ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Moi, par exemple, dans mon service, l'annonce d'une progression, elle peut se faire à la visite. Pourquoi? Parce que le patient qui est rentré, qui a eu son scanner lors de l'hospitalisation, voit que ça évolue. Il y a une RCP le mardi soir, puis le mercredi, on va lui annoncer la progression. On n'a pas forcément pris un rendez-vous dans une consultation, pris 1 heure, comme la consultation d'annonce. Et en même temps, plus vous mettez du temps entre le scanner et l'annonce et le changement de thérapeutique, plus c'est anxiogène. Donc on voit bien qu'on est tous de bonne volonté et en même temps, il y a un fonctionnement institutionnel, des fonctionnements de service, et je crois qu'on fait tous au mieux dans ce qui nous est donné à vivre à l'hôpital, en tout cas. Mon propos, il est souvent hospitalier parce que je travaille à l'hôpital, peut-être que vous avez d'autres ressentis sûrement. Et puis la formation des soignants, comme le gage d'une voie humaniste. Il y a 20 ans, pas de cours de psycho en médecine, ou très peu. Et maintenant, il se passe beaucoup plus de choses qui montrent qu'on a des nouveaux professionnels qui sont mieux formés, du moins je l'espère. Et on en reparlera un tout petit peu après. Donc l'annonce est toujours complexe quand elle est inscrite dans la rencontre. À partir du moment où on pense qu'une annonce elle est facile, ça veut dire qu'on n'est pas dans la rencontre avec l'autre.
Et ça veut dire que je faisais une différence entre la parole, parler et communiquer. On n'est pas là à communiquer tous les signes, tous les résultats du scanner sans se poser la question de l'effet de son dire sur l'autre. Et on l'a dit tout à l'heure, ce qui est fondamental, c'est quel effet va avoir ma parole sur l'autre. Donc toute annonce, pour le coup, reste complexe. C'est une parole de vérité, pas forcément d'exactitude, mais de vérité dans le champ du sujet. C'est une parole de dévoilement qui demande à l'autre et à lui-même un lieu habitable pour inscrire son désir. Le lieu habitable, c'est toujours hyper important, c'est-à-dire que le patient, quand il a fini cette consultation-là, il doit avoir à minima être soutenu. Ça doit aller, à minima. Je ne dis pas qu'il ne doit pas pleurer, mais on doit être dans une dynamique, on ne peut pas laisser en vrac quelqu'un. Ce n'est pas possible. Donc c'est hyper important de rendre un monde habitable. Et c'est dans ce monde habitable que quelque chose pourra émerger. Elle est accompagnée d'une posture, toujours la posture. La posture d'un choix des mots. Les mots ont un choix. Tout à l'heure, je ne sais plus qui disait « ne vous inquiétez pas, on va faire ça, ne vous inquiétez pas, on va faire ça ». Langage ericksonien. Quand on dit « ne vous inquiétez pas », on entend « inquiétez-vous ». Et même les urgentistes, ils savent le faire. Ils ne disent pas « ne vous inquiétez pas, ça ne va pas faire mal hein. ». Rassurez-vous, je suis là. Pourquoi ? Parce que dès qu'on commence à avoir des termes comme ça, on va suggérer quelque chose. Bref. Choix des mots, d'une confiance, c'est la relation, c'est la base de la relation, la confiance bien sûr. Et également le regard. Le regard. La voix, comment on la porte, comment on la pose. Peut-être des silences. C'est dur les silences, hein ? Ouais, je sais. Mais toujours de la présence. On n'est pas tout seul, qu'on dit tout à l'heure, c'est ça ? On est là. On n'est pas tout le temps là, à tout moment. On ne va pas non plus évoquer la permanence tout le temps. Mais en tout cas, on est là. On va mettre quelque chose chez l'autre qui va lui permettre de tenir. Et cette présence, c'est l'art médical. Ou l'art soignant, pour ne pas me faire trop d'ennemis dans la salle. Il y a toujours plusieurs points de vue. Alors c'est difficile de dire le point de vue des malades ou le point de vue... Alors c'est un des points de vue. Nous sommes bien du côté d'une révélation que porte le sujet à lui-même, il est mortel. C'est-à-dire qu'une annonce est une révélation de quelque chose qu'on pressentait peut-être, mais ça révèle. L'annonce de ce que le sujet redoutait, l'annonce que la maladie progresse, de la résurgence de l'incertitude mêlée à une forme d'usure et une réactualisation de sa propre mortalité. L'usure, c'est ça aussi. C'est-à-dire que la chronicité, c'est aussi la question de l'usure. Des traitements qui reviennent, d'autres traitements qui se succèdent. Comment je les vis, comment je les encaisse. Voilà. Et ça s'entend. L'annonce est de l'ordre de la révélation d'une parole sur soi qui traverse le sujet et fait écho dans le cortège des émotions exacerbées. Les émotions, elles s'expriment là, et même dans un après-coup. Et quelque part, la révélation, c'est aussi ce qui a à voir avec la catastrophe, quelque part, l'apocalypse, parce que ça révèle. Alors, quelques mots, je viens d'apprendre que le traitement ne fonctionne pas, et pourtant, je fais tout ce qu'on m'a dit, le bon élève. J'ai fait tout ça pour rien. À quel prix ? Le pour rien. J'ai fait tout ça pour rien. Comme si le traitement avait des garanties. Je sais que je ne guérirai pas. La maladie est repartie. J'espère que l'on va remettre la maladie en sommeil. Ces mots-là, c'est ce que disent les médecins de mon service. Alors, je ne sais pas vous comment vous en parlez, mais il y a souvent le langage du contrôle de la maîtrise. On maîtrise la maladie, on la contrôle, on la met en sommeil. Jusqu'à ce que la thérapeutique agisse, on reste sur ça, sur cette immunothérapie. Si ça ne revient pas, on va faire un essai clinique, on va au clip à la phase 1. Puis après, on peut revenir. Voilà, il y a beaucoup de stratégies qui se mettent en place. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il n'y ait plus de stratégie, si ce n'est le soin palliatif, mais c'est Aurélien qui en parlera après. Le médecin me propose souvent un nouveau traitement. En tout cas, on est dans une forme d'espoir, voire d'espérance. Le point de vue des soignants authentiques, il me reste du temps ou pas? Parce que tout clignote. Pas beaucoup. Combien? Une minute. Waouh, le temps m'est compté.
Et oui, oui, Aurélien, je sais bien. En tout cas, le temps passe. Le point de vue des soignants aussi, authentique envers le patient, envers soi-même, c'est se faire, alors ne pas se faire violence, mais respecter le temps et ne pas aller ou pas donner ce qu'on ne peut pas, jusqu'où on peut aller avec le patient. Pardon, excusez-moi. En fait, c'est le mauvais PowerPoint que vous avez, mais tant pis, c'est pas grave. On va aller plus vite. En tout cas, c'est penser les blessures, alors j'ai marqué par le logos, par la parole, c'est se laisser émouvoir, s'autoriser à prendre le risque de sortir des sentiers battus, créer et improviser en fonction de chaque situation particulière de rencontre clinique. Ce matin, je crois que vous avez parlé, c'est peut-être toi qui as parlé des simulations. Alors moi, j'y suis aux simulations. Alors ce qui est génial dans les simulations, vous savez ce que c'est ? C'est que les internes apprennent à écouter. C'est-à-dire qu'ils apprennent à se taire. Et la première remarque qu'on fait aux internes, c'est quoi ? C'est le silence. Parce que dès qu'il y a un silence, faut que ça parle. Non, il y a des silences qui sont importants. Et donc, moi, je trouve que la base de la simulation, et ça aussi, c'est pas une innovation, mais c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant, ça permet à se mettre en situation et ça permet de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, interne. Et je vous garantis qu'ils flippent avant d'y aller, n'est-ce pas ? On est bienveillants, et en plus on peut les filmer, nous. C'est ça qui est bien. Allez, j'ai presque terminé. C'est la construction d'un dispositif et toujours une co-construction avec le sujet. On n'est pas tout seul, on est avec l'autre. Donc on a à apprendre à se taire, à entendre à qui on a affaire, là où l'autre en est et qu'est-ce qu'il a à nous dire. Et bien souvent, le sujet malade embarque pour un voyage dont il ne sait rien, malgré tout ce qu'on a pu lui dire. On est dans ce fameux théâtre de l'improvisation qui nous demande aussi une forme de capacité de rêver, c'est-à-dire de mettre des images, de rêverie avec l'autre, et c'est l'art de se réinventer aussi. Et je crois que le parcours avec la maladie, c'est l'art de se réinventer ensemble, pour toujours y mettre une forme de lumière. Et ça, c'est Jung qui nous apprend ça. Vous avez vu, ma première diapo, c'était une bougie. Jung nous dit « Autant que je puisse en juger, le seul but de l'existence humaine est d'allumer une lumière dans l'obscurité de l'être. » Et je crois que c'est ça. On a toujours à mettre de la lumière dans ce que vit l'autre. Et même quand on est en soins palliatifs, et Aurélien va nous en dire quelque chose, on fait briller quelque chose à l'intérieur. Et rappelez-vous à Gardanne, lorsqu'il y a un décès, qu'est-ce qui se passe ? On allume une bougie. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. On a un petit temps d'échange. Partez pas. Non, restez là, restez là. Patrice. Il y aura peut-être des questions. On a un petit peu de temps d'échange. Ah, prenez le temps. Alors ça va. On a quelques temps de questions un pour, petit temps de questions. pour Patrice. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? N'hésitez pas. Personne ? Moi, j'ai un petit commentaire, Anthony. Je trouve que le temps de silence, effectivement, est très important. On parle beaucoup de l'annonce, on parle beaucoup de ce qu'on annonce en tant que soignant aux patients. Je pense qu'il y a aussi et un temps de silence et un temps de retour des patients, qui je trouve est très précieux, parce que je trouve que c'est toujours complexe de faire une annonce. Enfin, en tout cas, moi, en tant que soignant, il y a des moments plus difficiles, des moments... Mais en tout cas, je trouve que c'est aussi toujours un temps d'échange et de retour du patient qui est des fois très, je dirais pas étonnant, mais dans l'annonce, on en apprend aussi beaucoup sur ce que le patient ressent de sa maladie, et on est des fois étonné d'entendre en retour je percevais bien que j'allais pas bien. Et c'est aussi des moments où on peut rebondir et où ce qui devient complexe devient aussi un temps d'échange, oserais-je des fois dire un peu riche aussi, et qui permet d'avancer mieux vers d'autres choses. Donc les silences, le retour du patient sont vécus de ce moment-là et sont des moments précieux aussi, je crois. Je ne sais pas si... Ah oui, tout à fait. Ce qui est hyper important, c'est de pouvoir, je l'ai dit tout à l'heure, se taire. C'est aussi parce que ça lui permet de s'exprimer. Et de penser aussi. Car pour penser, il faut prendre du temps. Et je trouve que dans les consultations, et on les voit bien dans les simulations,
souvent le soignant n'arrive pas trop à saisir ce qu'on appelle nous en psycho les temps pleins ou les temps vides en fait. Les temps pleins de réflexion où on a besoin d'être dans un ailleurs pour pouvoir élaborer, et un temps vide où c'est un temps où on n'est pas bien, il faut parler justement parce que c'est anxiogène. Donc c'est vraiment saisir ça, et tout ça on le saisit en regardant à l'intérieur de soi. Ça s'appelle pour nous le contre-transfert, c'est-à-dire je peux éprouver, ce que j'éprouve, ce n'est pas mon fantasme, je l'éprouve parce que je suis au contact de toi. Et on sait bien que l'angoisse, nul besoin de lire le séminaire de Lacan, ça s'éprouve. Quand on rentre dans une chambre qui a de l'angoisse, on est saisi. Et donc c'est là où le soignant a à faire confiance à ce qu'il éprouve aussi, et à pouvoir travailler avec ça. Et le patient nous apprend aussi beaucoup de où il en est, de comment il avance et de ses propres ressources pour la suite, c'est pour avancer et pour construire la suite de l'annonce parfois. J'ai aussi un commentaire, à moins qu'il y ait une question dans la salle, qui a la priorité. En fait, moi, c'était pas une question, c'était juste pour vous dire merci, parce que depuis ce matin, c'est la première fois que vous parlez aussi des difficultés de l'annonce en étant du côté des soignants. Donc, merci beaucoup de penser à nous. Alors justement, pour aller dans le même sens, on voit bien quand même que la consultation d'annonce, donc de gérer la progression, ou en tout cas d'annonce de progression, c'est finalement une consultation d'annonce au moins aussi difficile que la consultation d'annonce diagnostique. Et donc, c'est important de rappeler qu'en fait, quand on fait des consultations en oncologie, on fait quasiment des consultations d'annonce 3, 4, 5, 6 fois dans un parcours. Et la seule consultation d'annonce authentique, en fait, ou en tout cas, il y en a quelques-unes initialement, toutes celles-là, elles ne sont pas reconnues. Théoriquement, on devrait avoir des créneaux longs chaque fois qu'il y a ce genre d'annonce à faire. Et c'est une autre partie un autre commentaire que je fais. On parle beaucoup de préparation, de formation des soignants à ce type de consultation, et en même temps, on voit bien qu'il vaut mieux avoir un peu réfléchi à ce qu'on va dire, certes, mais les décisions qu'on va prendre ou le tour que va prendre la consultation est quand même très dépendant de l'échange qu'on va avoir. Et donc, moi, je mets en garde sur le côté je sais ce que je vais dire avant de rentrer. Il faut avoir une petite idée, évidemment, mais on ne va pas décider avant de rentrer. On peut avoir une idée avant de rentrer et se rendre compte qu'elle est très mauvaise en discutant 2 minutes avec le patient. Donc la préparation et la formation à l'annonce, ce n'est pas uniquement une recette qu'on va reformuler, sinon en effet ça prendrait 10 minutes. Ah, vous avez progressé après tel traitement, on va faire tel traitement, au revoir madame. Mais non, en fait, il y a toute une interaction qui se fait qui rend les choses beaucoup plus complexes. Alors j'ai une question pour vous quand même. On a beaucoup parlé de cette annonce très difficile d'une progression, d'un échec, et donc de la perspective d'une autre ligne de traitement ou de l'absence de traitement spécifique et d'un traitement palliatif. Mais il y a aussi une annonce un peu particulière, beaucoup plus heureuse, qui est celle d'un résultat favorable, positif, qui va satisfaire le patient et évidemment les soignants, et qui pourtant n'est pas si simple, parce qu'elle peut faire aussi... elle peut créer des espoirs qui sont pas toujours bien évalués de part et d'autre. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque part une réflexion à avoir aussi quand on annonce des très bonnes nouvelles? On peut évidemment annoncer « Madame, vous êtes guérie », mais on peut aussi annoncer qu'un scanner est très bon, ce qui ne veut pas forcément dire que la partie est terminée et qu'il n'y a plus rien à faire. Il y a une incertitude, quelquefois les gens n'ont pas bien compris, ah bon, mais le scanner est très bon, mais on continue le traitement, mais pourquoi? Donc comment vous voyez la réponse à ces situations favorables? Est-ce qu'il y a besoin d'un psychologue aussi quand on annonce des bonnes nouvelles? Alors le psychologue, il n'est jamais toujours là, même pour les mauvaises non plus, j'allais dire. Hein. Ça veut dire c'est toujours le psychologue arrive en après-coup, mais quand on a des bonnes nouvelles, souvent on y prend beaucoup de plaisir à annoncer. Beaucoup plus... Alors après, c'est savoir qu'est-ce que le patient a entendu, mais je crois qu'il y a toujours, même dans les bonnes nouvelles, de la réserve, il y a toujours de la prudence. Parce qu'on sent bien que c'est dans une continuité de soins. Et il est vrai, alors pour moi, dans le service dans lequel je travaille, la plupart du temps, le cancer du poumon est insidieux, c'est un stade 4, c'est-à-dire que d'emblée, à la consultation d'annonce, il y a l'annonce de « vous ne guérirez pas ».
Ce qui veut dire que la bonne nouvelle de ça fonctionne, ce n'est pas la guérison qui est visée, mais c'est alors la rémission, c'est quoi? C'est plutôt le vivre le plus longtemps possible avec. Donc c'est peut-être voir dans les situations de pathologie comment ça s'exprime, mais il est vrai que le psychologue, après, c'est voir un peu comment le patient réagit. Si on estime qu'il y a des émotions exacerbées qui inquiètent le soignant, le psychologue peut intervenir, puisqu'une annonce a un effet. Et on voit bien que si l'annonce d'un bon scanner, on voit une décompensation maniaque, d'une euphorie démesurée, ça peut nous questionner aussi sur ce qu'il a entendu en tout cas. Donc c'est aussi le sens clinique qu'il peut y avoir, et le psy peut toujours être demandé, mais ça c'est en fonction des modalités de l'annonce et de ce qui est éprouvé dans la relation. Merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup.